je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin. Ayant fait le plein d'expérience avec mon premier bot de trading, même si le signal était une arnaque, j'ai continué avec une stratégie crypto. Cette fois-ci, je me suis concentrée sur mieux maîtriser mon risque et optimiser mes gains. Mais au final, j'ai surtout dû enquêter sur un sujet beaucoup moins sexy. Ce que la loi m'autorise, ou non, à faire avec mon propre argent. Je pense que c'est le bon moment pour mettre en pause mes bots, pas pour abandonner, au contraire, mais pour monter en compétences. Parce que manifestement, les gens comme vous et moi sommes considérés comme d'une fragilité extrême face à l'argent. Des profils à protéger même, si ça se fait au détriment de notre liberté d'agir. Sur le moment, franchement, j'ai été offusquée parce que la loi m'empêchait de faire. Puis j'ai creusé. En cherchant, je suis tombée sur des pépites, des arnaques bien rodées, des mécanismes de manipulation des masses. Et je vais vous les présenter. À vous de me dire après si vous aussi vous trouvez que ces mesures sont de véritables attaques à notre liberté ou à des tentatives maladroites parfois de limiter les dégâts. Salut, c'est Julie, votre développeuse full stack. Bienvenue dans une série dédiée à l'investissement et au trading dans le monde réel. En changeant de domaine, en passant du e-commerce à la fintech, j'ai réalisé que je changeais aussi de règles. J'imagine que la plupart d'entre vous savent dans les grandes lignes comment fonctionnent des super plateformes comme Amazon ou eBay. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment une retraite peut tomber tous les mois pour des millions de personnes? D'où vient l'argent qu'une start-up utilise avant d'être rentable? Comment des particuliers peuvent se rémunérer sans travailler, juste en faisant du trading? Si ces mécanismes vous paraissent flous, c'est que personne ne nous apprend à nous servir de l'argent. Cette série est là pour tenter de délimiter les contours et de vous donner des clés de compréhension. Petite parenthèse importante, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous partage juste ce que j'ai compris après plusieurs mois à pratiquer, tester, me tromper et surtout apprendre sur le terrain. Vous pouvez écouter chaque épisode séparément, mais ensemble, ils forment un genre de mini-formation pour mieux comprendre les produits, les acteurs et les choix qui s'offrent réellement à nous. L'idée n'est pas de tout maîtriser, mais d'éviter les erreurs évitables. Et surtout de ne pas se tromper d'ennemi. C'est parti pour le premier épisode de la série. Vous allez me dire que je suis maso. Mais oui, vous avez bien entendu. J'ai encore tenté de copier un signal de trading. Cette fois-ci, une stratégie crypto future. Ça fait presque un mois que je décortique comment prendre mes profits. Pas en pips cette fois-ci, non, mais en pourcentage avec levier. Autant vous dire que je me suis fait pas mal de nœuds au cerveau pour démêler le vrai du faux, comprendre ce qui relève de la méthode et ce qui relève du storytelling. J'ai appris énormément de choses, utilisé des nouveaux outils, de nouvelles façons de calculer et surtout appris une compréhension beaucoup plus fine du risque-reward. Je vous raconterai ça dans un autre épisode, abonnez-vous pour ne rien rater. Bref, la stratégie était prête. J'étais prête à l'exécuter. Il me manquait plus qu'à me brancher à mon courtier. Je suis inscrite sur Binance, MEX, Bybit, je suppose comme la plupart d'entre vous. Et là, surprise totale. Impossible d'ouvrir un compte crypto futur, pas sur un, mais sur toutes mes applications de trading. Ça me racontait, cette fonction n'est pas disponible dans votre région. Pardon, ma région. En clair, ça veut dire que je peux même pas essayer pour de vrai. Cette stratégie de trading, je ne pourrai jamais l'appliquer. Donc oui, il va falloir patienter encore un peu avant de savoir si j'ai réussi à me fabriquer ma propre machine à cash. Bon, et là, forcément, je me pose une question. Pourquoi est-ce qu'on m'empêche de trader ? En fait, ce sont des limitations européennes. L'Europe empêche les plateformes non conformes de proposer certains produits. Vous avez peut-être entendu parler du PSAN en France ou de MiCA au niveau européen.
Mika s'appuie d'ailleurs beaucoup sur le PSAN. J'imagine que ce sont les mêmes cerveaux derrière. L'idée est simple, éviter que des plateformes crypto se comportent comme des casinos, ou pire, comme des mafias. Déjà, on vérifie que la plateforme ne puisse pas partir avec notre argent. Parce qu'on a vu ce que ça donne. FTX par exemple. FTX était l'une des plus grandes plateformes crypto au monde. Mais derrière, elle avait un gros problème de séparation des fonds des clients et des fonds internes. Au lieu de garder l'argent des utilisateurs en sécurité, une grande partie a fini dans les mains d'une autre société du même groupe, Alameda Research, spécialisée dans le trading. Ce genre de pratique est strictement interdit dans une finance saine. On ne mélange pas les dépôts des clients avec les comptes d'une activité de trading ou d'investissement. Et puis vous vous êtes demandé quand une pub à la télé vous dit « Achetez du Bitcoin ». Est-ce que vous savez ce que vous achetez vraiment? Est-ce que vous le possédez? Ou est-ce que c'est juste une ligne dans la base de données de l'exchange? Les plateformes ont déjà été prises la main dans le sac. Elles prennent l'argent, font semblant de passer des ordres. Mais en réalité, elles ne font rien. Pourquoi se fatiguer après tout? Plus de 80% des traders perdent. Alors, autant garder l'argent. Certains se sont fait choper. Et des truanderies comme ça, il en existe des tas. Des manipulations de prix, des frais cachés, des liquidations forcées pour générer encore plus de frais, ou carrément le blocage de vos fonds quand vous voulez les retirer. Récemment, un influenceur crypto a réussi à débloquer son argent auprès d'un exchange très populaire. Seulement après avoir fait un énorme bad buzz avec sa communauté. Et devinez quoi? Des dizaines de personnes l'ont contacté pour dire qu'elles vivaient aussi cette mainmise et qu'elles avaient besoin d'aide. Vous voulez un autre exemple? Vous avez remarqué? Une application de trading, c'est super mignon. Ça clignote, on se croirait au casino. Ça peut être vite très tentant de tester tous les boutons. Et donc les plateformes, en fonction de ce qu'elles affichent, peuvent pousser notre euphorie et notre avidité. Mais combien d'entre nous savent ce qu'ils risquent en achetant du Bitcoin x3 ou le meilleur robot du marché? Pourtant vous devriez, car vous signez des clauses qui vous font dire que vous savez ce que vous faites. Et c'est en découvrant tout ça que j'ai commencé à comprendre pourquoi la régulation existe. Alors qu'à l'intérieur, mon ego me hurle « Oui, mais moi, je sais ce que je fais. » Chut, c'est même pas vrai. Il y a d'autres risques à laisser les plateformes manipuler des quantités astronomiques de liquidités. Prenons un fait d'actualité, les stablecoins. Très pratiques pour nous en français, elles nous permettent de sécuriser des gains sans repasser en euros et de différer la déclaration. Mais derrière, il y a des milliards de liquidités et beaucoup reposent uniquement sur la confiance. Un stablecoin, ou un dollar, parce qu'on accepte collectivement l'idée qu'il pourrait être échangé contre un dollar. Cette confiance repose aussi sur une question très simple. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Soit la plateforme dit « Pour chaque token émis, j'ai l'équivalent en réserve, du cash, des bons du trésor, des actifs très liquides. » Soit elle dit « Faites-moi confiance, ça tient. » Et là, tout change. Parce que quand personne panique, tout va bien. Mais le jour où tout le monde veut sortir en même temps, si les réserves ne sont pas solides, la promesse ne tient plus. Et ça, quelle que soit la monnaie. C'est pour ça qu'on a cette guerre USDC et USDT en Europe. L'un communique clairement sur ses réserves, l'autre beaucoup moins. Et dans un système basé sur la confiance, le niveau de transparence devient la vraie valeur. En tout cas, pour nos régulateurs. Après, on peut se demander si c'est responsable de déresponsabiliser les utilisateurs face à l'argent. Je n'ai pas la réponse, mais ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Bon, entre nous, ça ne nous empêche pas de voir des mouvements sur les cryptos qui font penser à des manipulations de marché, comme des crashs récents, avant une autorisation d'aide institutionnelle à proposer des nouveaux ETF, ou avant le référencement d'un actif sur une nouvelle plateforme. Bon, maintenant que je sais où je mets les pieds, aujourd'hui je cherche un broker, conforme à la régulation, qui accepte une résidence française et qui me permet de trader des cryptos futurs. Parce qu'on a vu, le sujet, ce n'est pas juste de gagner de l'argent, c'est surtout de pouvoir le récupérer.
Si je ne respecte pas la loi, soit le broker ne me donnera pas cet argent, soit ma banque refusera de l'encaisser. Alors oui, j'ai envisagé d'autres options. Je pourrais utiliser un VPN et faire semblant de ne pas savoir. Franchement, c'est très moyen. Comme je vise le long terme, j'ai pas envie de me griller dès le départ. Je pourrais aussi passer par un exchange non régulé qui se fiche complètement de ma localisation. Techniquement, je pourrais exécuter ma stratégie, mais le problème reste quand même le même. La finance décentralisée aussi, c'est une piste. Je l'utilise déjà ponctuellement pour des besoins précis, mais comme je ne la pratique pas encore assez pour automatiser une stratégie complète sur ces protocoles. J'y viendrai certainement plus tard pour d'autres stratégies. En fait, c'est là que tout se rejoint. Ces parcours, ces blocages, ces fausses bonnes idées, ce ne sont pas des échecs. C'est une information. Une intuition très claire se dessine. Avant de chercher à trader, il faut comprendre ce que je trade, qui me le fournit et contre qui je me bats. En conclusion, c'est pour cette raison que j'ai pensé cette série comme une mini-formation. Chaque épisode peut s'écouter seul, mais ensemble, ils vous aideront à faire des choix plus éclairés. En tout cas, je l'espère. Nous allons décortiquer des produits financiers, les futurs, les options, des leviers, les acteurs du marché institutionnel, market makers, fonds d'investissement. Et si votre objectif, comme moi, est de construire une machine à cash durable, la suite commence ici. Pendant ce temps, je vais continuer à améliorer le logiciel, mes petites machines à cash avec vos retours précieux. Très bonne écoute!